tomates fraîches, mes amis. Oui, ben, donc je voulais juste parler de deux choses, en réalité, tiens, c'est marrant. Deux choses. D'une part, quelques détails sur les expositions de 2022-2024. Je ne sais pas si tout le monde a eu les éléments ou les billes, comme on veut. Donc, en 2022, il y a eu une exposition au Caire avec le support de l'Institut de France du Caire. On a envoyé la plupart, pas toutes, mais on a envoyé les images via Internet et on les a fait imprimer sur place, ce qui nous a permis d'éviter les monstrueux droits de douane égyptiens, à savoir 150 € par œuvre d'art. Donc c'est quand même un peu lourd. Et ensuite, on a eu quelques difficultés avec l'Académie des arts égyptienne au dernier moment. Ils ont proposé de décaler l'exposition d'une semaine, ce qui était sympa pour ceux qui avaient pris des billets d'avion. Bon, ça, c'était 2022. Il y a également une exposition à Alexandrie qui s'est assez bien passée apparemment, avec le support du consulat d'Alexandrie. Allez, viens par là. Alors, pour 2024, ça a été assez différent. D'une part, donc, la plupart des images qui devaient être faites à Luxor, dans la maison de l'architecte Hassan Fatih, qui est un architecte que Catherine doit connaître, je pense, puisqu'elle a étudié avec lui. Donc il s'agissait d'œuvres personnelles, de travaux collaboratifs, de jeux surréalistes anciens et nouveaux. Là, on n'a eu aucun support de l'Institut de France parce que le personnel avait changé. Il les change tous les 2 ans pour qu'on ne voit pas le résultat de ce qu'ils ont fait. C'est bien connu. Donc quand on a essayé en 2023 pour 2024, c'était pas l'heure. Quand on a essayé en 2024, c'était plus l'heure. Donc il n'y a rien eu. En plus de ça, il n'y a même pas eu de salle disponible pour la présentation des premiers livres en arabe sur Joyce Mansour. Ils n'avaient pas prévu, ils n'avaient pas vu venir, enfin bon, bref. Donc en fait, le personnel de l'Institut de France de 2024 était plutôt orienté vers l'art contemporain. Et donc le surréalisme, ça leur allait pas parce que ça leur rappelait que l'art contemporain a quand même été lourdement fondé par Marcel Duchamp, qui était un surréaliste. En même temps Dada d'ailleurs. Donc ça leur a rappelé de mauvais souvenirs, je ne sais pas, enfin bref, on n'a rien eu. Hassan Fatih, donc c'est un monsieur qui a été assez connu, il est un peu mort maintenant, notamment en Afrique, parce qu'il a appris aux gens à construire à partir des principes traditionnels d'architecture et à pas cher, à base de briques de terre crue. Voilà. Et donc ça s'est déroulé dans un endroit qui s'appelle New Gourna, qui n'a pas été terminé, mais bon, qui a servi de source d'inspiration à d'autres personnes, un peu partout. Donc la deuxième partie, je vais parler de quelques pages de Paul Valéry. C'est important de parler de Paul Valéry parce que si Paul Valéry n'avait pas été là, si c'est trop fort, vous me dites, hein, si Paul Valéry n'avait pas été là, eh ben, on ne serait pas là non plus parce que en réalité, Breton avait été fortement impressionné par M. Test, entre autres, enfin, par différents écrits de Paul Valéry. Ça s'est ensuite assez mal passé, mais quand même, le premier manifeste, dans sa partie théorique, doit beaucoup à Valéry. Et donc je suis tombé sur quelque chose qui est paru cette année en France, qui s'appelle le cours de poétique au Collège de France de Paul Valéry, qui a été publié cette année. Ça fait 2 bouquins de cette épaisseur-là. Et particulièrement, donc, le 12 janvier 1940, il y a une leçon, Valéry donne une leçon, et il examine les réserves intellectuelles de l'Europe. Alors pourquoi il examine les réserves intellectuelles de l'Europe? Parce que en 1940, au mois de janvier, on sent quand même qu'il va y avoir quelques petits problèmes à venir, hein, c'est-à-dire une guerre, fortement là. Et donc Valéry se demande si la civilisation européenne va pouvoir continuer après cette guerre. Et donc, il donne quelques critères concernant les réserves intellectuelles.
qui pourraient être utiles dans d'autres domaines. Et c'est pour ça que j'ai repris ces 2 ou 3 pages. Il dit la chose suivante, il dit « Les réserves intellectuelles, sans doute, ont d'abord les mêmes conditions à remplir que les réserves matérielles. Elles sont constituées par un matériel, par des documents et des livres, mais aussi par des hommes qui peuvent se servir de ces documents, de ces livres, de ces instruments, et qui sont aussi capables de les transmettre à d'autres. » Donc il est d'emblée dans le texte de Valéry, ce qui est en jeu, c'est la transmission. À mon avis, on a des problèmes similaires dans le surréalisme. Plus qu'à trouver la suivante. Ensuite, Valéry poursuit en disant « Et je vous ai expliqué que cela ne suffisait pas, que les réserves spirituelles ou intellectuelles ne pouvaient passer à peine de dépérir tout en étant conservées en apparence, en l'absence d'hommes qui soient capables non seulement de les comprendre, non seulement de s'en servir, mais, point important, de les accroître. » Et on va voir ce que Valéry entend par les accroître. Et il poursuit en disant « L'expérience a souvent vérifié dans l'histoire que si tout un matériel se conservait à l'écart de ceux qui sont capables non seulement de s'en servir, mais encore de l'augmenter, et non seulement de l'accroître, et c'est là que ça devient important, mais d'en renverser quelquefois, d'en détruire quelques-uns des principes, de changer les théories, alors ces réserves commencent à dépérir. » Alors, ce que Valéry est en train de dire, c'est qu'il ne suffit pas de répéter, il ne suffit pas d'avoir de l'histoire de l'art, il faut aussi quelque chose qui aille plus loin que le dernier point de départ atteint par un mouvement, par exemple le mouvement surréaliste. Mais là, il visait la société dans son ensemble. Ensuite, il poursuit, il dit « Oui, voilà, les générations se succèdent et les choses qu'on avait trouvées, les idées qu'on avait mises en œuvre commencent à devenir des choses mortes, se réduisent à des routines, à des pratiques, et peu à peu, disparaissent même des civilisations avec cette civilisation elle-même. » Et ensuite, il poursuit, c'est une petite lueur d'espoir quand même. « Toute recherche, même chimérique, même illusoire, si on la poursuit obstinément, mais non pas aveuglément, donne toujours quelques résultats. Non pas les résultats que l'on recherchait, mais certains résultats qui sont souvent très appréciables. Une recherche aventurée est une recherche qui donne un résultat à côté, beaucoup plus précieux que l'objet même que l'on poursuivait d'abord. » Et en fait, la conclusion de ce petit bout de texte de Valéry, c'est que la seule chose qui importe, c'est la recherche. Et que ce n'est pas la peine de désespérer, il n'y a pas lieu de désespérer, même si la tentative de poursuivre une aventure peut conduire à une autre aventure, différente, mais qu'on n'avait pas devinée. Et après tout, la Renaissance n'a rien été d'autre que la décision de quelques hommes de reprendre certaines problématiques qui étaient vieilles de plus de 1000 ans. Je peux le faire en anglais. On n'est pas obligé, hein, mais je peux le faire en anglais. Je trouve qu'il est quand même assez, j'allais dire ponctuel, parce que, comme le faisait remarquer Laurent tout à fait au début, on est par endroits pas très loin d'une catastrophe, quoi. Donc, s'il y a une chose qui est importante, c'est face aux catastrophes, c'est l'imagination. Do you want it in English? Still English? Oui, super. Okay. So there are 2 parts. The first part is some details about 2022 and 2024 exhibition. And the part 2 is about Paul Valéry and what he calls intellectual reserves. So in 22, there were 2 exhibitions in Egypt. One was in Cairo, and the other one was in Alexandria. In Cairo, we had the support from the Cairo Institut de France. The images, most of the images were sent via the internet, and they were printed in Egypt to avoid the greedy people of the Egyptian customs. And the problem was that after something like 6 months of collaboration with the Egyptian Academy of Art,
They decided that they had not enough papers for the security, and as a result, they proposed to delay the exhibition of 2 weeks. 1 week, 1 week. And of course, all the people who had taken plane tickets were a little bit in trouble. So finally, the exhibition was done with galleries that were landed by an industrial from building roads and so forth. In French, it's bâtiments et travaux publics. And so this exhibition was finally done, performed. For the 224 exhibition, it's a return exhibition from the 22 and meant to be held in Saint-Cyr-Clapoty, where we are. And so there was the idea of making a symposium, a bit exaggerated term, but a symposium in Luxor, consisting of personal works, collaborative works, old and new surrealist games. And this time there was absolutely no support from the Institut Français, because when we proposed, they said that we were too early. That was in 23. And then in 24, they said we were too late. Sometimes they must be working, but we didn't manage to guess when they are working. Another point is that when Mosson proposed to present his book about Joyce Mansour, the French Institute was not even able to have a room available for that. So we are waiting for the next team, because this one is not very efficient. Well, just a point about the location where the symposium was held in Luxor. It was a village that was partly built by Hassan Fatih, who is an architect using Adobe bricks. Mm-hmm. Adobe, sorry. Yeah. And that was quite important when he was still alive. Now this village is not finished, but it was bought by other people, and it can still be used. The second part I want to show, I don't know, is about Paul Valéry. And Paul Valéry is someone who is very important for surrealism, because in some way is at the beginning of surrealism. Because before even surrealism was created by Breton, there were some relationships between Breton and Paul Valéry. Relationships that were not very good at the end, mainly because Paul Valéry was very famous at this moment. People thought him to be very rich. And this was not very, how would you say, fashionable from from Breton's point of view. Actually, Valéry was not rich. He was famous, for sure, but he was not rich. He was even so poor that he had the habit of making copies of his own manuscripts, because these manuscripts, even false, sold much better than his books. Oh my God. That's something that has been done also by Man Ray, who has been reselling the negatives of his photos more than once. So Paul Valéry, I don't remember when he was born, but he died in 1945, just at the end of the war. But he had courses about poetics, which is not the same as poetry, and which is basically, which is based on the Greek meaning of poetics. And in Greek, poien means to do, to make. And the course about
the course about poetics by Valérie is important, at least for me, because it covers all forms of human creativity. That is arts, sciences, technologies, and even, how do you call that, lawyers, rights, things like that. So that in the vision of Valérie, there is not an artistic mind and a scientific mind, and no, it is taking into account the complete scope of the human creativity. It's essentially imagination. So in 1940, in 1940, he's looking to what he calls the intellectual reserves of Europe. That is to say, what Europe can use to restart civilization. And he's providing some criteria that could be useful in other areas. And also in our area. In my view, honestly, Valérie is more faithful to surrealism than Breton himself. That's my opinion. Okay. So what he says is intellectual reserves. I don't know if it's a proper word in English, but Google didn't shout. Intellectual reserves, without doubt, have first of all, the same condition to fulfill as material reserves. They are constituted by material, they are constituted by documents, by books. But also by men who can use these documents, these books, these instruments, and who are also capable of transmitting them to others. So this is the first part. You must have a material basis. But then he goes on and he says, that's not enough. I explained to you that it was not enough, that spiritual or intellectual reserves could not pass on pain of perishing while being preserved in appearance in the absence of men who are capable not only of understanding them, not only to use them, but to increase them. And in the next slide, we will see what he means by increasing. Experience has often verified in history that if all material is kept away from those who are capable of not only using it, but also of increasing it, and not only to increasing it, but to overthrow sometimes, to overthrow and sometimes to destroy some of its principles, to change the theories, then these reserves begin to wither away. What is important in this sentence by Valérie is if you want to go further, you will need to be unfaithful to some extent. You will have to change things, even in theory. And in terms of theory, Valérie was quite good. Yeah. So he goes on and says, generations succeed one another, and the things that had been found, the ideas that had been implemented, begin to become dead things, and to be reduced to routines, to practices, and little by little even disappear of a civilization with this civilization itself. Okay. It's something that touched me a lot, considering the current state of the movement. No kidding. And then he goes on and says, basically, do not despair. Do not despair. Any research, even chimerical, even illusory, if we pursue, yes, it obstinately but not blindly, always gives some results. Not the results we were looking for, but some results which are often very appreciable. An adventurous search is a search which gives a side result
much more valuable than the very object that we were initially pursuing. That's right. And so the conclusion for me of this little text is only research matters. And there is no reason to despair, even if the attempts to pursue an adventure can lead to another adventure, a different one, and whose feature we had not guessed. After all, the Renaissance in Italy was nothing more than the decision of a few men to take up certain issues dating back more than 1,000 years. So I think because in some way Valéry is at the beginning of surrealism, but also in some way, not really, but in some way at the end, in 1945, sorry. There's some lessons we could draw from these little pages. What has to be said about Valéry also is he has been very capable of guessing some results about the human mind that have only been discovered, let's say, 20 to 30 years ago. There is a book which is called 13 Scientists Rediscover Valéry, and you can see that Valéry was, in his time, very much ahead. And I would like to mention that a good artist, and I am here thinking of Asger Jorn, who is the Danish and creator, not only creator, but of Cobra. This guy also had ideas that led 50 years ahead from himself. And that's important. It's important that artists and intellectuals more generally are capable to guess what is coming. Because that's the way we used to survive. What is his name? Asger Jorn. Asger Jorn. Asger Jorn is Cobra. Cobra. Okay. Copenhagen, Brussels, and Amsterdam. Okay. And later on, the Situationist International. International Situationist, I don't know. With Guy Debord, Paul Van Eghem, and all these people. Which, although there were fights between Surrealists and the Situationist International, honestly, for instance, Debord has been meeting with Annie Lebrun, who is both a poet and a theorist. And they were at the end at the same, I mean, Surrealism and the Situationists were at the same level, not only on the same planet, I mean, in the same line. It's very strange, because the beginning was a break. Well, Breton, but finally, Debord came back to Breton and said, well, he was not entirely stupid. Maybe he had good ideas. Maybe he was right, and so forth. It's very strange. Okay, that's all. That's all. Thank you. Thank you so much. Merci Pierre. Bah, je fais. Ouais. It's finally getting cool. It's been so Hey. Et Pierre, est-ce que tu peux nous dire comment t'en es revenu à Paul Valéry? Comment t'as retrouvé Paul Valéry? Bah, essentiellement par la publicité, si je puis me permettre, si ça marche encore. Parce que, oui, c'est important, parce que le cours de poétique de Paul Valéry a été toute une aventure. En fait, il n'avait pas été noté. Personne ne l'avait enregistré, sauf par quelques morceaux. D'autres morceaux étaient arrivés à la Bibliothèque nationale, ce qui est normalement ce qui doit se passer. D'autres étaient arrivés à la Bibliothèque Doucet. Et d'autres étaient restés dans un tiroir chez Gallimard. Et donc, ça fait toujours rire de dire que Valéry a été édité par Marx. C'est pas Karl Marx, mais c'est Wilhelm Marx.
Et donc, William Marx avait pratiquement terminé son édition du cours de poétique de Valéry, quand tout d'un coup, quelqu'un lui a dit « Mais à la bibliothèque d'Ousset, finalement, il y a quelque chose ». Donc, il est allé voir, et de fil en aiguille, il est arrivé chez Gallimard, alors que, donc, je crois que c'est le créateur, hein, Gallimard, Gaston Gallimard avait publié Valéry, enfin, il avait toutes les billes sur Valéry, mais c'était dans un tiroir et tout le monde avait oublié que c'était là, quoi. Et donc William Marx a ressorti tout ça, a fait un travail assez considérable, même s'il y a des répétitions et ainsi de suite. Et je l'ai entendu sur, c'est pas sur Facebook, sur merde. Enfin bon, YouTube. Ça fait quand même ça doit bien faire 20 ans qu'il travaille sur Valéry. Donc, il connaît beaucoup de choses. Et puis, il est pas con, quoi, je veux dire. C'est vraiment intéressant. Mais ça fait 2 fois 500 ou 700 pages, je ne me rappelle plus. Et surtout, ce qui m'a intéressé, moi, dans Valéry, bon, je savais qu'il était à l'origine du surréalisme, bien sûr. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la largeur de vue par rapport au surréalisme terminal, si je veux dire. Enfin, prétendument terminal, on espère qu'il ne le sera pas. C'est bien le sens de ce que j'essaye de dire. Mais ce qui est important, c'est que lui garde l'entièreté du scope, sorry, l'entièreté du champ d'investigation, quoi. On a ça chez Breton dans le premier manifeste. La fin du premier manifeste, des fois, je me demande s'il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout. Parce que, contrairement à ce qui se passe, alors bon, entre-temps, il y a eu la bombe atomique quand même, hein. Contrairement à ce qui se passe dans le mouvement surréaliste, par la suite, Breton n'est pas un opposant à la science. Et il n'est pas bête, et il voit bien que le mode de fonctionnement de l'esprit créatif humain, qu'il soit scientifique, artistique ou n'importe quoi, c'est toujours le même type de fonctionnement. C'est toujours c'est le fonctionnement de l'esprit humain. On est en plein dans la définition du surréalisme du premier manifeste, quoi. Et vraiment, Valéry, c'est très bizarre parce qu'il commence avec un truc qui, plus ou moins, quand il commence, avec un truc qui s'appelle Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. C'est un bordel. C'est vraiment... la méthode, on la voit pas trop, mais en gros, ce qu'exprime Valéry là-dedans, c'est son désir d'un esprit universel, quoi. Celui de Léonard de Vinci, et dans une large mesure également celui de Valéry lui-même. Parce que c'est quand même un type qui avait fait un petit peu de maths, qui s'est cultivé par la suite. Il n'est pas très bon en biologie, mais la biologie à l'époque n'était pas très développée. C'est vraiment un esprit universel, un peu comme d'autres esprits de la fin du 19e, quoi. Voilà. Et pour moi, dans Valéry, enfin je vais essayer de faire un bouquin là-dessus, j'en ai fait 6, j'en ferai bien un 7e. Pour moi, il y a de quoi, dans Valéry, de quoi relancer l'activité surréaliste dans des directions jusqu'à présent inusitées ou pas connues du tout, quoi. Ça me paraît important si on veut rebondir. Voilà, c'est ça l'idée. Et des trucs fantastiques. Henri Poincaré, qui est l'un des plus grands mathématiciens disons, de début 19e, mondialement, hein. Début 19e, non, pardon, début 20e et fin 19e. Il était politicien aussi. Non, c'est son cousin. Ah, Raymond. Raymond Poincaré. Raymond, non, Henri, c'était un gars, c'est dommage que Breton n'ait pas gratté un peu plus. Pour vous dire, quand il était, par exemple, dans une petite réunion comme ça, mais enfin un peu plus bourgeoise quand même, et qu'il avait une idée, c'est le gars qui sortait la craie de sa poche, il se mettait à écrire sur le smoking de son voisin. Pour pas perdre l'idée, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Et à un moment, donc dans un bouquin, ça s'appelle L'invention mathématique, le chapitre 3 de Sciences et méthodes, je crois. Il dit, mais c'est quand même étrange, j'ai l'impression que mon inconscient est plus intelligent. Ouais, c'est ça.
Et il dit, mais comment c'est possible? Et ça, c'est 1908. C'est-à-dire, à peu près en même temps que de Freud. Du surréalisme. Juste, je crois que c'est la publication de l'interprétation des rêves, quelque chose comme ça. C'était 1900, ouais. Voilà. Et c'est 10 ans avant Reverdy. Et c'est encore plus avant Breton. Et si on regarde donc un autre mathématicien français, français, il est français si on veut, hein. En fait, c'est Alexandre Grothendieck. Alexandre Grothendieck, c'est un monsieur qui descend d'un autre monsieur qui était un anarchiste ukrainien qui s'appelait Shapiro, qui se fait virer par les bolcheviks, c'était pas la mode. Un copain à Makhno en réalité, quoi. Et ils arrivent au bout du compte tous les deux à Paris pour aller bosser chez Renault, faire des voitures. Et ensuite, il va faire la guerre d'Espagne, ce qui est assez naturel chez les anarchistes. Avant ça, il s'était marié avec une Allemande, une Berlinoise, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Alexandre Grothendieck. Et donc ensuite, après la guerre d'Espagne, il est rentré en France où les nazis l'ont cueilli parce qu'il était juif, quoi. Donc il est mort en camp comme d'autres gens. Mais c'est important parce que Grothendieck, dans un bouquin qui s'appelle Récolte et Semailles, qui est sa biographie, ça fait 2000 pages, et il y a un chapitre entier consacré au rêve. J'ai bien dit au rêve. Au rêve. Et ça va tellement loin qu'à la fin, il finit par être un petit peu mystique, et il finit par penser que Dieu, en l'occurrence, lui parle au travers des rêves, ce qui est une très très vieille idée. Hein. C'est très très vieux comme idée. Mais un chapitre entier consacré au rêve. Alors, je pourrais, si j'avais un peu de temps, le traduire en anglais. Je crois qu'il y a un début de traduction de Récolte et Semailles. Il faut savoir que ce livre, donc de 2000 pages, a été gentiment refusé par tous les éditeurs français. C'est-à-dire que les éditeurs français ont réussi à censurer le plus grand mathématicien du XXe siècle. Et l'État français a poursuivi sur cette brillante lancée. Grothendieck avait fait des caisses. Il avait dit, je ne les publierai pas. Il avait fait des caisses d'écrits mathématiques. L'État français les a vendus sans avoir regardé ce qu'il y avait dedans. Vive la France. Mais ce qui est important, c'est que le rôle de l'inconscient chez les mathématiciens, il n'y a pas que Poincaré, il n'y a pas que Grothendieck, mais c'est un phénomène général. Parce que les mathématiques, c'est pas la comptabilité. Voilà. Une fiche la paix. Merci Pierre. T'as une autre histoire, vas-y. Hein. Ah ben j'en ai plein. Bravo Pierre. Je peux parler pendant 6 heures sans problème.